Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous nous retrouvons en direct ce soir pour les 5e rencontres progressistes de notre cycle sur le climat. Donc, on a intitulé Urgence climatique, un défi scientifique, politique et social. Donc, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Bertrand Cassoret, qui est maître de conférence à la Faculté des sciences de l'Université d'Artois et auteur du livre Transition énergétique, ces vérités qui dérangent. Du coup, Bertrand Cassoret nous proposera une intervention sur le thème les différents scénarios énergétiques, que valent-ils? Donc, il va nous présenter, donc, comme la présentation l'indique, les différents scénarios et études de transition énergétique et électrique, donc type Négawatt, Greenpeace, Négatep, RTE, GIEC, dont vous avez sûrement entendu parler. Et donc ensuite, on aura un échange de questions comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire directement dans les commentaires de la vidéo. Et du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Bertrand Cassoret pour sa présentation. Et puis, on se retrouve en fin de présentation pour l'échange de questions. Eh bien, merci de me donner la parole. Donc, merci à Progressiste. Et puis, un merci particulier à Amar Belal, qui, je crois, est rédacteur en chef de l'excellent magazine Progressiste. Donc, Bertrand Cassoret, donc, je suis effectivement enseignant-chercheur à la Faculté des sciences appliquées de Béthune à l'Université d'Artois. Je suis spécialisé en génie électrique, tout ce qui concerne l'électricité. Mais je ne vais pas vous parler que d'électricité et pas que de transition électrique. On va parler d'énergie au sens large. Au départ, c'est beaucoup à titre personnel que depuis une quinzaine d'années, je me suis passionné pour ces sujets. Et ça me préoccupait tellement que je me suis dit, je vais essayer d'en faire un bouquin. Et puis, j'en fais maintenant des enseignements. Et le travail a surtout consisté à faire la synthèse de lecture et de réflexion de tout ce qu'on peut voir là-dessus. Alors, voilà, on va donc, avant de parler de scénario de transition proprement dit, eh bien, rappeler le contexte. Pourquoi faut-il envisager des transitions énergétiques? Alors, petit rappel, la consommation d'énergie en France et dans le monde. Alors, on va commencer par l'électricité. Donc, ici, c'est uniquement la consommation d'électricité, la production d'électricité plutôt. Donc, en France, en 2019, eh bien, on voit qu'on a produit quasiment les 3/4 de notre électricité avec l'énergie nucléaire. C'est une spécificité mondiale, on est le seul pays à avoir autant de nucléaire. Conséquence, eh bien, on utilise très peu les énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole, et en particulier, on utilise très peu le charbon. A contrario, si on regarde dans le monde, eh bien, la première source d'énergie au monde pour la production d'électricité, ça reste de loin le charbon. La deuxième, le gaz. Donc le charbon, on y reviendra, une énergie très polluante. Et le gaz moins polluant, mais quand même émetteur de gaz à effet de serre. Alors, l'électricité, ça n'est pas l'énergie. L'électricité, c'est une petite partie de notre consommation d'énergie. Ici, on s'intéresse à la consommation d'énergie en France et dans le monde, et on voit que l'électricité représente 25% de l'énergie finale consommée en France et 19% de l'énergie consommée dans le monde. On parle ici d'énergie finale. Pour les puristes, je ne présente pas l'énergie primaire. C'est une notion un petit peu plus compliquée. Le pétrole, en France comme dans le monde, c'est la première source d'énergie. Et ça, c'est un vrai souci parce qu'on est dépendant d'une source d'énergie fossile, dépendant pour toutes nos activités. C'est un souci pour les pollutions et le réchauffement climatique. Les énergies renouvelables, eh bien, on voit que c'est 10-11%, un petit peu plus parce qu'il y a une partie de l'électricité qui est produite par des renouvelables. Donc, ça doit représenter environ 14% de l'énergie finale consommée dans le monde. La première source d'énergie renouvelable, c'est le bois, et la deuxième, c'est l'hydroélectricité. On pense tout de suite à l'éolien et au photovoltaïque qui sont en forte croissance, mais il ne faut pas oublier que pour l'instant, le bois et l'hydro sont bien devant. Dans le monde, 80% de l'énergie primaire est d'origine fossile, charbon, gaz, pétrole, et ça fait au moins 30 ans que ça dure, et ça, c'est un vrai souci, parce qu'un jour ou l'autre, ces ressources fossiles qui se sont constituées pendant des millions d'années viendront forcément à manquer, parce que ces ressources polluent et réchauffent le climat.
Si on regarde l'évolution de la consommation d'énergie en France depuis 1965, on voit qu'elle a beaucoup augmenté dans les années 60-70. Elle baisse légèrement depuis la crise de 2008 avec une activité économique qui n'est jamais vraiment repartie comme elle était avant. Si on regarde la consommation d'énergie par secteur en France, on voit que le résidentiel tertiaire, c'est le premier poste, c'est stable. Les transports, c'est stable. Je passe en bas, l'agriculture, c'est stable. Et le seul point où on a vraiment vu une baisse de consommation d'énergie, le seul poste qui justifie notre baisse, c'est l'industrie. Et là, on peut se poser des questions parce qu'effectivement, peut-être que les industriels font des efforts pour consommer moins d'énergie, mais on a quand même fermé beaucoup d'usines, on délocalise, et bien sûr, quand on ferme une usine de sidérurgie, par exemple, ça a des impacts énormes sur la consommation d'énergie. Est-ce que cette baisse de production industrielle a entraîné une baisse de la consommation de produits manufacturés en France? Je ne pense pas. Regardons la consommation d'énergie mondiale. Elle augmente considérablement. Regardons la consommation d'énergie en Chine. Elle augmente, entre guillemets, exponentiellement. Évidemment, quasi tout ce que nous achetons est fabriqué en Asie, si on caricature un petit peu. Pour que chaque terrien de 2050 ait accès à la moitié de la consommation d'énergie d'un Français, il faudra une hausse de 40% de la production d'énergie en 2050. Et encore, je me suis référé pour ce petit calcul à la consommation d'un Français. Les Français sont loin d'être les plus consommateurs d'énergie. Si j'avais fait, ils doivent consommer 2 ou 3 fois moins que les Américains, que les Canadiens, etc. Donc ça met en avant l'immensité du problème auquel nous devons faire face, auquel mondialement il va falloir faire face. Alors pourquoi il y a des problèmes? Eh bien, on va en parler un petit peu. Donc, quelles sont les pollutions et les problèmes qui sont créés par les énergies, essentiellement par les énergies fossiles? Tout d'abord, le réchauffement climatique. Tout le monde en a à peu près entendu parler. L'énergie, c'est à peu près 70 à 80% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Il y en a d'autres, l'agriculture par exemple, mais le réchauffement climatique est largement dû à la consommation d'énergie fossile, charbon, gaz, pétrole, dont la combustion émet du CO2, du dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre. Et je ne détaillerai pas le principe de l'effet de serre, je ne suis pas climatologue. Si on s'intéresse uniquement au CO2 dû à l'énergie, au niveau mondial, d'où vient-il? Eh bien, il vient essentiellement de la production d'électricité. Alors, je l'ai mis en jaune, mais j'aurais dû le mettre en noir, puisqu'on l'a vu, la première source d'énergie au monde pour la production d'électricité, c'est le charbon. Donc, au niveau mondial, s'attaquer au réchauffement climatique, c'est avant tout s'attaquer aux centrales de production d'électricité, au charbon. Au niveau français, maintenant, bien évidemment, la situation est très différente. En France, on émet un petit peu moins de CO2 par personne que dans les autres pays riches. Il n'y a pas de quoi être spécialement fier non plus, parce que comme tous les riches, on consomme beaucoup. Néanmoins, le fait qu'on produise beaucoup notre électricité avec de l'énergie nucléaire fait qu'on émet peu de gaz à effet de serre avec notre production d'électricité. Ce n'est pas négligeable, mais évidemment, ce n'est plus le premier poste. Le premier poste en France, c'est les transports, donc moitié à peu près pour les véhicules des particuliers. Et puis après, on a évidemment les transports routiers, les autobus, etc. Le deuxième poste de l'émission de gaz à effet de serre en France, c'est le résidentiel, donc les bâtiments, le chauffage et la production d'eau chaude essentiellement. Et le troisième, l'industrie. Alors si on regarde ce que la France a fait depuis une vingtaine d'années, on a mis beaucoup d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques, alors qu'on en aura peut-être besoin dans le futur pour remplacer les centrales nucléaires qui vieillissent, mais en tout cas, on n'en avait pas vraiment besoin, et donc on a baissé un peu la production d'énergie nucléaire, mais comme le nucléaire émet très peu de CO2, ça a eu peu d'influence sur nos émissions de gaz à effet de serre. Alors les émissions de gaz à effet de serre, selon le type de production d'électricité, selon la source d'énergie nécessaire à la production d'électricité,
Donc, ce sont des valeurs extraites d'un rapport du GIEC, qui fait un peu office de référence. On voit que le charbon est vraiment le plus émetteur. Le gaz, comme source d'énergie, l'est un peu moins. La biomasse, c'est essentiellement le bois, hein, l'est un peu moins, mais quand même. Et puis, finalement, toutes ces sources d'énergie ici sont peu émettrices de gaz à effet de serre et donc bien meilleures pour le climat. Ce sont les énergies renouvelables et le nucléaire, hein, les deux meilleurs étant l'éolien et le nucléaire, qui donc émettent le moins de gaz à effet de serre. Au niveau de l'évolution de ces émissions de CO2, bien, on voit qu'elles sont en croissance. Alors, je n'ai pas encore les chiffres de 2020. Peut-être que le Covid aura peut-être marqué une légère pause, et encore, ce n'est pas sûr du tout. Donc, forte croissance. On n'a pas encore, a priori, stabilisé nos émissions, sachant que le réchauffement climatique, c'est un système avec beaucoup d'inertie. Donc, même si on les stabilise, le réchauffement va continuer. Donc, c'est un gros problème qui est essentiellement dû donc au niveau de l'augmentation ces dernières années aux pays asiatiques qui nous fabriquent nos produits. Mais bon, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas faire d'efforts pour nous aussi réduire nos émissions et participer à la réduction du problème. Il n'y a pas que le réchauffement climatique comme problème. La consommation, la combustion de charbon, de gaz, de pétrole et de bois, eh bien, ça crée de la pollution atmosphérique. Alors, on a par exemple des émissions d'oxyde d'azote, de soufre, des particules fines. On peut avoir des marées noires, des pollutions au mercure, au plomb, avec le charbon en particulier, des accidents miniers, etc. De gros problèmes, AVC, maladies cardiaques, respiratoires et cancers. On estime qu'on a au moins 50 000 décès prématurés par an en France dus à la pollution, 500 000 en Europe selon l'Agence européenne de l'environnement et 7 millions dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc on voit que c'est quand même des chiffres qui sont monstrueux. Le charbon y est pour beaucoup dans ces chiffres. La combustion de gaz est plus propre, le pétrole un peu moins, et puis le charbon, par contre, est vraiment terrible. Est-ce que ces consommations d'énergie fossile sont en baisse? Eh bien, le gaz est en forte croissance. On a tendance ces dernières années, dans pas mal de pays, à remplacer la production d'électricité au charbon par du gaz. La consommation mondiale de pétrole, qui sert beaucoup pour les transports, est toujours en croissance. La consommation mondiale de charbon semble s'être stabilisée. Alors, pollution, réchauffement climatique, et puis autre problème de ces ressources fossiles, eh bien, c'est que, comme leur nom l'indique, elles sont fossiles, elles vont manquer un jour. Il faut comprendre que le charbon, le gaz, le pétrole ont mis des millions d'années à se former en décomposant les végétaux. Et en gros, on a brûlé très grossièrement la moitié de ces réserves en une centaine d'années, en 150 ans, peut-être 200 ans, depuis le début du 19e siècle. Voici l'évolution de la consommation d'énergie mondiale depuis 1800. Au 19e siècle, on ne consommait quasiment que du bois. On s'est mis à consommer du charbon, puis du gaz, et puis du pétrole. C'est l'inverse, charbon, pétrole, gaz. Et puis, on voit qu'on a rajouté les énergies les unes aux autres. On ne peut pas dire que le gaz ait remplacé le charbon et que le pétrole ait remplacé quoi que ce soit. Elles se sont ajoutées les unes aux autres. Le nucléaire, comme les nouvelles renouvelables, hors hydroélectricité, se voit à peine dans l'épaisseur du trait. Grosso modo, la croissance mondiale, c'est rajouter une France chaque année. Ça fait, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est bien de le répéter, 30 ans que 80% de l'énergie primaire mondiale est fossile. Donc, on a beau ajouter des renouvelables, on voit que ça ne résout pas le problème actuel de la croissance. Et il y a beaucoup de questions qui se posent sur la croissance économique, la croissance démographique, la croissance de nos modes de vie. Des vastes questions auxquelles on ne répondra pas complètement ce soir. Le charbon, le gaz, le pétrole vont-ils toujours être abondants? Il est évident que non. Alors, la consommation, la production de pétrole ne s'arrêtera pas d'un seul coup. Probablement qu'il n'y aura pas un jour où il n'y a plus de pétrole, on arrête. On peut penser que
finira par consommer moins de pétrole parce qu'il sera de plus en plus difficile à aller chercher au fur et à mesure que les ressources s'épuisent, il faut aller plus loin. C'est plus compliqué à aller chercher, ça coûte plus cher. Et donc, voilà, on parle de pic de production et de déclin de la production, donc de la consommation de pétrole, avec une courbe qui pourrait être celle-ci de manière très simplifiée, mais dans les faits, évidemment, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Alors, des théories sur le pic du pétrole, il y en a plein. Je ne m'avancerai pas sur la date du pic. Certains pensent que le pic est déjà atteint, voire dépassé. En tout cas, il est dépassé pour les pétroles conventionnels. En tout cas, beaucoup de spécialistes estiment qu'on n'arrivera pas à maintenir la croissance de pétrole comme ça encore pendant des décennies. Au niveau du gaz, il est peu probable que le pic soit au-delà de ce siècle. Et malheureusement, au niveau du charbon, on sait que les réserves de charbon sont abondantes. Je dis malheureusement parce qu'on sait bien que le charbon est très, très polluant et très mauvais pour le réchauffement climatique. En ce qui concerne l'uranium, donc, qui, comme chacun sait, est indispensable aux centrales nucléaires actuelles, on pense une centaine d'années, une bonne centaine d'années au rythme actuel, beaucoup moins si tout le monde se mettait à faire du nucléaire, mais beaucoup plus avec d'autres technologies de nucléaire. Le nucléaire, c'est compliqué, il y a plein de façons de faire des réactions nucléaires, et notamment la génération 4, où 2 réacteurs fonctionnent en Russie, qui pourraient nous produire des milliers d'années d'électricité. Et puis, bien sûr, les renouvelables. Eh bien, les renouvelables ne posent pas de problème de combustible, puisque par définition, elles n'en utilisent pas. Hein. Mais par contre, les renouvelables utilisent beaucoup plus de matériaux et de surface géographique, hein, et parfois même d'énergie elle-même pour fabriquer les systèmes. Alors, il y a pareil, beaucoup de choses à dire là-dessus, hein, sur ce qu'on appelle le taux de retour énergétique des renouvelables. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Juste ce graphique qui montre les quantités de béton, d'acier, d'aluminium et de cuivre nécessaires pour produire une quantité d'électricité. Eh bien, on voit qu'avec les moyens conventionnels ici à gauche, nucléaire, gaz, pétrole et charbon, et il faut beaucoup moins de matériaux qu'avec les moyens renouvelables, donc éolien, photovoltaïque ou même hydroélectricité. Donc les renouvelables, c'est un fait, elles nécessitent davantage de matériaux pour produire une même quantité d'électricité, donc davantage de mines, donc davantage d'usines de transformation. Donc il y a également des questions qui se posent sur les ressources futures de cuivre, par exemple. On pourrait manquer de cuivre. On parle parfois également des métaux rares, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et puis, comme je vous le disais, toutes ces transformations nécessitent elles-mêmes de l'énergie, et donc il faut de l'énergie pour produire de l'énergie, et ça peut être un problème. Alors, voilà un petit peu pour situer le contexte général de la situation énergétique et le pourquoi il faudrait essayer de basculer. Le contexte réel des scénarios de transition énergétique, eh bien, on se situe dans le cadre des accords de Paris sur le climat, qui ce sont des accords internationaux, hein, où on s'est engagé à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés ou, si possible, à 1,5 degré. Ça, c'est international. En France, on a eu la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015, qui envisage de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre, de réduire la consommation d'énergie de 50% en 2050, on s'est engagé à la diviser par 2, c'est pas rien, et de réduire la part du nucléaire à 50% en 2025. Alors cet objectif a déjà été reporté, donc Nicolas Hulot, ministre, s'est rendu compte que cet objectif n'était pas tenable, et donc la loi énergie-climat de 2019 a reporté cet objectif à 2035. Actuellement, c'est toujours l'objectif. On s'est également engagé maintenant à la neutralité carbone en 2050. C'est plus engageant que la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre. On pourrait encore émettre un petit peu de carbone à condition d'avoir suffisamment d'arbres ou d'arbres qui stockent le carbone, parce qu'un arbre, quand ça pousse, ça stocke du CO2, ou de techniques de stockage du CO2 en souterrain.
on s'est engagé à diminuer nos consommations d'énergie fossile et puis à faire de l'efficacité énergétique. Et pour y arriver, il y a une stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie. Alors, c'est assez compliqué ces documents. On prévoit une énergie décarbonée en 2050, on prévoit de diminuer nos émissions de CO2 industrielles et agricoles, on prévoit des puits de carbone, donc c'est ce que je disais, les puits de carbone, ça peut être des arbres, ça peut être du stockage de CO2 souterrain, ça peut être d'autres techniques. On prévoit beaucoup d'efficacité et de sobriété énergétique, je reviendrai là-dessus, des énergies renouvelables, bien sûr, des véhicules électriques, des pompes à chaleur électriques. Et comme on prévoit des véhicules électriques et des pompes à chaleur électriques pour se chauffer, la pompe à chaleur, c'est un système assez intéressant qui permet de consommer beaucoup moins d'énergie qu'avec du gaz ou du fioul, par exemple, ou qu'avec des radiateurs électriques. Mais il faudrait quand même une hausse de l'électricité. Je l'ai situé à 25%, je crois même que je suis en dessous, je crois même que c'est plutôt 30% de hausse d'électricité, de hausse de consommation d'électricité qui serait prévue dans cette stratégie nationale, par report du pétrole et du gaz vers l'électricité. Si je consomme moins de pétrole pour mon véhicule électrique, parce que j'ai un véhicule électrique, mais je vais consommer plus d'électricité, il faudra bien la produire. Alors, on va pouvoir attaquer les scénarios proprement dit. Donc, quels sont les scénarios de transition énergétique? Alors, je ne les ai pas tous examinés, je n'ai pas cette prétention, et j'en ai examiné quelques-uns. On va commencer donc par des scénarios de transition énergétique, toutes énergies et pas seulement des transitions électriques. C'est important de bien faire la nuance. Alors, ces scénarios, ils ont tous pour ambition de nous faire consommer moins d'énergie fossile, ils ont raison, avec plusieurs techniques. Alors, il y a l'efficacité énergétique que l'on retrouve partout, qui consiste à améliorer les techniques pour consommer moins. Donc, ça peut être, par exemple, s'éclairer avec des LED plutôt qu'avec des lampes, ou ça peut être isoler les bâtiments, quelque chose de très important. On a le même confort, mais ça consomme moins. En général, ça, tout le monde est d'accord. C'est quand même pas toujours si facile que ça, parce que isoler des logements, c'est pas toujours simple. On a la sobriété énergétique. Là, on va, plutôt que d'isoler le logement, ça n'empêche pas, mais on va baisser la température, on va mettre un pull, on va éteindre les lumières inutiles. Donc, on va changer nos comportements. Et ça peut aller beaucoup plus loin que ce que je viens d'expliquer. On a évidemment les énergies renouvelables, qui donc peuvent nous permettre de consommer moins d'énergie fossile. Et puis enfin, on a l'énergie nucléaire, mais là, tout le monde n'est pas d'accord sur l'utilisation de cette énergie. Alors, on va commencer par présenter le scénario Négawatt, qui est un scénario célèbre en France. C'est une association Négawatt qui promet 100% d'énergie renouvelable en 2050. Enfin, c'est l'ambition, avec 3 axes, la sobriété, l'efficacité et les renouvelables et sans nucléaire. Les renouvelables pour Négawatt, c'est un important développement. En 2050, il y aura à peu près 6 fois la production d'électricité 2020 et en solaire, il y aurait à peu près 12 fois. Il n'y a pas que de l'éolien et du solaire dans Négawatt, mais c'est vraiment là qu'il y a la plus grosse progression. Donc, on se rend compte que ce n'est pas rien, produire 6 fois plus qu'aujourd'hui. Alors, ça ne fait peut-être pas tout à fait 6 fois plus d'éoliennes parce qu'on aurait des éoliennes plus grosses, mais en tout cas, ça en fait beaucoup plus. Rien que pour maintenir le nombre d'éoliennes ou le nombre de panneaux solaires en rythme de croisière, compte tenu de leur durée de vie, parce que la durée de vie d'une éolienne ou d'un panneau solaire, c'est grosso modo 25 ans. Donc, il faut les renouveler et en rythme de croisière, il faudrait en éolien 2 fois le rythme actuel d'installation et en solaire 6 fois le rythme actuel d'installation. Rien que pour le renouvellement futur en rythme de croisière. Donc, ce n'est pas rien. Malgré ça, ça nécessiterait du stockage de l'électricité. Alors, je reviendrai sur le stockage, qui est un vrai souci. On utiliserait également de la biomasse. Donc, la biomasse, c'est du bois essentiellement, du biogaz que je défends, etc. Les énergies renouvelables, selon Négawatt, permettraient de produire à peu près 1/3 de la consommation d'énergie primaire actuelle, et c'est tout. Ce qui veut dire qu'il faudrait diminuer notre consommation d'énergie de 65%, ce qui n'est pas rien. Alors, comment la diminuer? Donc, avec l'efficacité énergétique et la sobriété. Améliorer les techniques pour rendre les mêmes services en consommant moins.
Donc, ça peut être des moteurs plus efficaces, de l'éclairage à LED ou de l'isolation de logement. Je vais juste revenir sur cet exemple de l'isolation de logement. Négawatt prévoit 700 000 logements par an au niveau basse consommation. En France, ça fait des années qu'on cherche à isoler des logements, qu'on a une politique 500 000 logements. On n'a jamais eu de politique 700 000 à ma connaissance. On n'a jamais, à ma connaissance, dépassé 300 000 logements rénovés chaque année en France. Il faut voir ce qu'on appelle rénover. Au niveau rénovation de qualité basse consommation, en 2018, on a rénové 40 000 logements. Vous voyez qu'on est très, très loin. Il serait souhaitable de faire mieux, d'ailleurs. Et donc, l'efficacité énergétique, on voit que malgré le programme très ambitieux de Négawatt par rapport à ce qu'on fait actuellement, ça ne suffirait pas. Selon Négawatt, il faudrait surtout de la sobriété énergétique qui viendrait pour 39% dans leur plan. Qu'est-ce que c'est que la sobriété? Selon Négawatt, privilégier les usages les plus utiles, restreindre les plus extravagants et supprimer les plus nuisibles. Et donc là, on peut débattre de ce qui est nuisible et de ce qui est utile dans la consommation d'énergie. Est-ce qu'il est utile de partir en vacances, par exemple? Juste un exemple. Alors, parmi les propositions de Négawatt, la stabilisation du nombre d'habitants par foyer, il y a une tendance au célibat qui n'est pas bonne. L'habitat en petit collectif, donc il vaut mieux habiter des petits logements, c'est vrai, pour consommer moins d'énergie et payer le logement collectif. Une baisse de 25% des kilomètres parcourus, tout moyen de transport. Un développement des transports en commun, de la marche, du vélo, une baisse de 50% des voitures individuelles, la suppression des vols intérieurs, une grosse baisse de production industrielle, de consommation de viande, d'eau chaude, une baisse de l'usage du lave-linge, de l'usage du lave-vaisselle, du sèche-linge, du congélateur, de l'éclairage, du nombre d'écrans par foyer, du nombre d'ordinateurs par foyer, et la disparition même des consoles de jeux. C'est peut-être un peu anecdotique, mais quand même, c'est amusant. Si on regarde ce que propose Greenpeace, Greenpeace propose un scénario qui est très similaire, avec seulement, c'est peut-être un scénario assez ancien, 92% de renouvelables, encore un peu de fossiles, mais plus du tout de nucléaire et une grosse baisse de consommation d'énergie. L'association Virage Énergie, qui est assez proche, propose, elle, des lave-linges collectifs, une baisse des équipements électroménagers, une baisse des cosmétiques, du nombre de vêtements achetés et du tourisme. Je me suis également attardé sur cette étude, ce n'est pas vraiment un scénario de transition énergétique, mais j'ai trouvé intéressant. C'est une société de conseil qui s'appelle BL Evolution, qui s'est intéressée à une trajectoire en France qui serait compatible avec l'objectif 1,5 degré de réchauffement climatique. Que faudrait-il faire pour que la France respecte ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre, tout en maintenant la politique de fermeture la taxation de l'électricité, une interdiction de vendre des voitures consommant plus que 2 litres au 100, une interdiction des voitures en zone urbaine, une limitation à 110 km/h sur l'autoroute, l'interdiction des voleurs d'Europe non justifiés, l'interdiction des grands téléviseurs, l'interdiction des pubs sur Internet, etc. Donc, on voit qu'on a quand même là des propositions, je dirais, qui sont peu réalistes. C'est les auteurs eux-mêmes qui le précisent. Alors voilà, donc ces scénarios, donc c'est Négawatt, Greenpeace, c'est des scénarios qui peuvent nous interroger sur leur compatibilité avec la croissance économique, puisque beaucoup de politiciens au pouvoir recherchent la croissance économique. Est-ce que c'est compatible avec la démocratie? Comment imposer d'habiter des logements plus petits ou à plusieurs, avec le bien-être et la lutte contre la pauvreté? Bon, voilà, c'est des questions qui se posent.
Donc, c'est des scénarios qui ont le mérite de nous préparer à une société qui devra être moins énergivore. Donc, il faut un peu préparer les esprits à ça. Néanmoins, je pense que le risque d'échec est important et le risque d'utilisation des fossiles si on n'y arrive pas. Le gros risque, c'est qu'on continue à utiliser beaucoup trop les énergies fossiles. Et je constate que l'objectif de beaucoup de membres de ces associations, c'est avant tout la sortie du nucléaire. Autre scénario de transition énergétique en France, ce sont les scénarios de l'ADEME. Alors là, je parle des scénarios qui s'appellent vision énergétique, toutes énergies, encore une fois, pas seulement d'électricité. Donc l'ADEME avait dit que pour diviser les émissions de gaz à effet de serre en France en 2050, alors elle propose plusieurs options, je ne détaille pas tout. Les renouvelables, ça serait au maximum 69% de l'énergie finale, ce qui fait que les énergies fossiles et nucléaires représenteraient au minimum 31%. Donc on serait loin du 100% renouvelable. Et puis, il faudrait une grosse baisse, mais quand même moindre qu'avec Megawatt et Greenpeace, de 45% de la consommation d'énergie finale. Encore une fois, il faut rénover énormément de logements chaque année, moins construire de logements, des logements plus petits, du covoiturage, de l'autopartage, du télétravail, des véhicules électriques, moins se déplacer et davantage utiliser la voie ferrée et fluviale. Autre scénario, donc c'est celui de l'Agence nationale de la coordination de la recherche pour l'énergie, l'ANCRE. Donc ce sont des laboratoires publics, universitaires CNRS, qui avaient fait quelques scénarios, il y en a plusieurs. En gros, ils préconisent les renouvelables et le nucléaire et un peu de fossiles, avec des grosses baisses de consommation d'énergie, tout en soulignant qu'il faudrait des efforts importants et que le recours à des technologies de rupture serait nécessaire. Ces technologies de rupture, c'est le stockage du CO2. Alors, donc, stocker le CO2 sous terre, c'est théoriquement faisable, mais ça ne se fait actuellement quasiment nulle part. Stocker l'électricité, c'est pareil, j'y reviendrai. Et l'ANCRE suggère la cogénération nucléaire, c'est-à-dire d'utiliser la chaleur perdue des centrales nucléaires, qui est actuellement rejetée dans les rivières ou dans la mer, pour chauffer des maisons, par exemple. Et enfin, dernier scénario de transition énergétique français, toutes énergies, donc c'est celui de l'association Négatep, donc l'association Sauvons le climat plutôt, leur scénario s'appelle Négatep. Alors Négatep ne préconise que 20% de baisse de consommation d'énergie, donc grâce également à un peu d'efficacité et de sobriété énergétique, mais beaucoup moins qu'ailleurs. Négatep préconise d'utiliser des renouvelables, un peu de fossiles et surtout davantage de nucléaire. Les énergies fossiles seraient donc largement remplacées par des énergies renouvelables et par du nucléaire, parce que les renouvelables, c'est souvent de la production d'électricité, l'éolien et le solaire. Et puis le nucléaire, c'est aussi de la production d'électricité décarbonée, dont la production augmenterait donc de 60%. Voilà un petit peu l'idée de Négatep, donc qui est à l'inverse des premiers scénarios, donc très pro-nucléaire. Alors, je fais un petit résumé des scénarios qu'on vient de voir. Donc, moins 50% de consommation d'énergie, en énergie finale cette fois pour les puristes. Production renouvelable uniquement chez Négawatt, quasiment la même chose chez Greenpeace, un petit peu un mix chez l'ADEME avec encore un peu de fossiles et de nucléaire, à l'ANCRE également, et puis chez Négatep, cette fois-ci, une forte hausse du nucléaire et une baisse d'énergie finale moins importante. On n'en retient qu'aucun scénario français ne prétend qu'il soit possible de remplacer les énergies fossiles et nucléaires par des renouvelables sans beaucoup diminuer la consommation. Donc, 100% d'énergie renouvelable pour les années à venir, est-ce que c'est possible? À condition, peut-être, à condition de beaucoup baisser notre consommation, à condition d'être assez optimiste sur le potentiel des renouvelables et sur le stockage de l'électricité sur lequel je vais revenir après. On voit que de moindres restrictions nécessitent davantage de nucléaire. Je vais maintenant m'intéresser à quelques autres scénarios de transition électrique. On ne va plus parler maintenant que d'électricité, alors que jusqu'ici, je parlais de toutes les énergies en général et pas seulement d'électricité. Donc jusqu'ici, on parlait par exemple de biogaz. Et souvent, il y a confusion entre les deux.
Quand on fait du solaire thermique, par exemple, on peut faire de l'eau chaude solaire, c'est de l'énergie renouvelable, ça ne produit pas d'électricité. Du biogaz, ça peut servir pour se chauffer sans passer par l'électricité. Maintenant, donc, je ne parle que d'électricité, et la grosse problématique de l'électricité, eh bien, c'est que l'électricité est très difficile à stocker. Actuellement, on adapte en permanence la production d'électricité à la consommation avec des centrales qui sont pilotables. Pilotable, ça veut dire qu'on les règle en permanence. On est en permanence en train de mesurer si les gens consomment plus ou moins d'électricité pour ajuster la production. Et les scénarios voient les plus forts potentiels pour le futur en éolien et en solaire, surtout en solaire photovoltaïque, qui produisent de l'électricité selon la météo et pas selon les besoins des gens. Ça, c'est un vrai souci très important. Donc forcément, on se dit, si on pouvait stocker l'électricité éolienne quand il y a du vent ou solaire quand il y a du soleil, pour s'en servir quand il n'y en a pas, eh bien, ça serait super. Le stockage de l'électricité, donc, ça fait débat, et c'est en tout cas très complexe. Il y a 3 technologies envisagées, les batteries, les steppes et le power to gas. Alors, je vous les présente brièvement. Les batteries, tout le monde sait ce que c'est. Eh bien, la plus grosse batterie au monde, c'est en Australie. La voici. Elle représente plus qu'un terrain de football en surface. Elle permet de stocker l'équivalent de 9 secondes de consommation d'électricité française. Alors, on peut utiliser les batteries, ça peut être tout à fait utile, mais pas pour stocker l'électricité de l'été pour l'hiver. Les steppes, qu'est-ce que c'est que les steppes? Eh bien, c'est l'idée de pomper de l'eau du bas vers le haut des barrages en heure creuse pour la laisser redescendre en heure pleine, et pour turbiner, pour produire de l'électricité, comme dans les barrages hydroélectriques en heure pleine. Donc, il faut un lac supérieur et un lac inférieur. Et donc, c'est une technique qui est déjà largement utilisée, mais qui permet de stocker juste quelques heures de production d'électricité française. C'est très utile. Alors, ce petit projet un peu fantaisiste donc en photo, que l'on doit à Inondator sur Twitter. Donc, c'est un projet de steppe donc, sur les falaises de Normandie. On imagine un lac artificiel en haut des falaises de Normandie, et puis on pomperait l'eau de la mer dans les heures creuses pour la laisser redescendre dans les heures pleines. Eh bien, cette installation permettrait de stocker 1h30 de consommation française. Donc là encore, ça n'est pas ça qui permettrait de stocker l'été pour l'hiver. Et donc, on compte dans certains scénarios beaucoup sur le power to gas, la 3e technologie. Donc là, il s'agit en gros de faire passer de l'électricité dans l'eau. Ça produit de l'hydrogène, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Et on peut utiliser l'hydrogène tel quel ou bien mélanger à du CO2 pour reproduire du méthane de synthèse qu'il faut stocker, etc. Alors là, je ne vous mettrai pas de photo parce que la technologie n'existe qu'à l'état de démonstrateur. En fait, il n'y a aucun endroit actuellement où c'est fait à échelle industrielle. Donc, c'est très difficile de se rendre compte de la faisabilité de cette technologie. Alors, donc, dans ces scénarios de transition électrique, eh bien, d'abord, l'ADEME. Donc, l'ADEME a sorti en 2015 et en 2018 donc, un mix électrique 100% renouvelable, analyse et optimisation. Alors, ça a fait beaucoup de bruit, parce que si on la lit vite fait, on se dit, alors, l'ADEME nous a dit 100% électrique renouvelable, c'est possible. Alors, si on regarde un petit peu dans le détail, déjà, l'ADEME est assez modeste. C'est une étude à caractère prospectif et exploratoire, selon le vocabulaire utilisé par l'ADEME, qui prévoit une consommation d'électricité en légère baisse. Je rappelle que la stratégie nationale bas carbone, c'est au moins 25% d'augmentation d'électricité en France, qui prévoit des importations d'électricité qui ne seraient pas produites par des renouvelables, c'est marqué noir sur blanc, qui prévoit du stockage par batterie, par step ou par power to gas. Donc, on vient de voir les problèmes de ces technos. Les batteries polluantes, oui, la batterie d'un point de vue environnemental, ce n'est pas quelque chose de toujours terrible. Les steps, pour rajouter des steps en France, on peut essayer d'optimiser l'existant, mais vraiment en rajouter, c'est quand même pas simple. L'ADEME prévoit de multiplier par 8 la production éolienne, ce qui nécessiterait de tripler le rythme d'installation en vitesse de croisière.
L'ADEME prévoit 60 TWh, c'est-à-dire 13% de notre consommation d'électricité, qui est susceptible d'être reportée. Alors ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez d'électricité au moment où on en voudrait, eh bien, on ne la consomme pas à ce moment-là, on la consomme à un autre moment. Donc, il faut des incitations financières, style heure pleine, heure creuse, effacement chez les industriels pour qu'on ne consomme pas l'électricité quand elle n'est pas disponible. Et puis enfin, l'ADEME précise elle-même que la stabilité du réseau électrique n'a pas été traitée. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est très technique. L'étude du CIRED, le CIRED, c'est un organisme de recherche économique qui a publié une étude sur 100% d'électricité renouvelable. C'est tout récent, c'est à l'automne dernier. Une étude fort intéressante qui consiste à examiner 18 années de statistiques météo pour voir avec beaucoup d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques quand est-ce qu'on manquerait ou non d'électricité. Alors, cette étude, au départ, elle prévoit une consommation d'électricité en légère baisse. Après, il y a des hypothèses de stabilité. En tout cas, je n'ai pas vu d'hypothèse de croissance de la consommation d'électricité, encore une fois, nécessaire dans la stratégie nationale. Il faudrait beaucoup plus d'éoliennes, tripler grosso modo le rythme actuel d'installation en vitesse de croisière et multiplier par 5 le rythme actuel d'installation photovoltaïque. Donc, on voit que ce n'est pas rien. Est-ce qu'on aurait le personnel capable de poser suffisamment, le personnel formé, il faut des gens qualifiés, est-ce qu'on aurait assez d'usines pour les fabriquer, est-ce qu'on aurait assez de grues pour les poser, enfin il y a toute une industrie là derrière. Il faudrait beaucoup de stockage selon le CIRED pour arriver à 100% d'électricité renouvelable. Donc l'équivalent de 700 terrains de football, à peu près 700 batteries comme celle que je vous ai montrée en Australie. Il faudrait doubler les STEP, donc les stations de transfert d'énergie par pompage hydraulique. Et il faudrait beaucoup de power to gas, 16 TWh, c'est considérable. Donc une techno, encore une fois, qui actuellement n'existe qu'à l'état de démonstrateur. Et la stabilité du réseau électrique reste incertaine. Alors, autre rapport, plutôt qu'une étude, c'est donc celui de RTE, donc le réseau de transport de l'électricité, service public français, et de l'Agence internationale de l'énergie. Ça vient de sortir en janvier. C'est en cours. L'étude complète sortira à l'automne. Conditions d'un système électrique à forte part d'énergie renouvelable en France à l'horizon 2050. Alors, là encore, on a pu voir la ministre de l'Environnement s'extasier sur l'introduction de ce rapport qui dit que techniquement c'est faisable. Enfin, quand on lit le rapport, moi j'ai relevé des phrases. Alors tout le monde ne l'interprète pas comme moi, donc moi je suis peut-être un peu négatif. Je vais vous donner les phrases plutôt négatives que j'ai relevées là-dedans. Il n'existe aucune démonstration de la faisabilité d'une intégration très poussée d'énergie renouvelable variable comme l'éolien et le photovoltaïque sur un grand système électrique. Il n'existe aucune expérience d'exploitation de tels systèmes à grande échelle. Les solutions techniques sur lesquelles reposerait cette stabilité ne sont aujourd'hui pas disponibles. À compter de 2035, il ne sera plus possible de poursuivre l'augmentation de la part des renouvelables sans développer la flexibilité de manière significative. Le mot flexibilité, c'est le maître mot de ce rapport. Il apparaît 2 fois par page. Et c'est quoi la flexibilité? Eh bien, c'est essentiellement adapter la consommation à la production. Jusqu'ici, on adapte la production aux besoins du consommateur, eh bien, il faudrait que ce soit le consommateur qui s'adapte. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ce n'est pas forcément impossible, on le fait avec les heures creuses pour les ballons d'eau chaude qui se réchauffent la nuit, par exemple. On pourrait le faire avec les véhicules électriques sans que ce soit forcément un problème. On le fait actuellement essentiellement avec des usines que l'on paye pour qu'elles acceptent de s'effacer électriquement lorsqu'il y a des tensions. Alors, est-ce qu'à l'avenir, on pourrait développer ça davantage? Sans doute, mais ce n'est pas facile. Notamment, ça pose des questions sur les horaires de travail des salariés qui devraient peut-être s'adapter à la météo, puisque s'adapter à la production. Je continue. Il faudrait donc, selon ce rapport, des installations de stockage dédiées à grande échelle
Et donc, ça nécessite de s'interroger sur les conditions pour développer un environnement industriel permettant de porter cette ambition. Ben oui, il faut les fabriquer, les batteries et les systèmes de power to gas, les électrolyseurs, etc. L'étude s'interroge sur les enjeux environnementaux, l'utilisation des sols et la criticité des matériaux. Il n'est pas du tout évident que le renouvelable soit plus écolo, soit moins impactant que le nucléaire. Pour parler clairement, d'un point de vue consommation de matériaux, le nucléaire, si on met évidemment la question des déchets nucléaires à part, le nucléaire est beaucoup moins polluant que les énergies renouvelables. Acceptabilité sociale, est-ce que les gens vont accepter qu'il y ait plein d'éoliennes dans la nature, on voit les projets actuels. Et puis, est-ce qu'ils vont accepter la flexibilité? Et puis, cette petite phrase concernant l'éolien en mer, il faudrait 60 parcs de 500 mégawatts chacun, alors qu'aucun n'a été développé jusqu'à présent et que seuls 7 sont prévus dans les prochaines années. Donc, vous voyez un petit peu le gap entre qu'il faudrait faire et là où on en est. Alors, ces scénarios, donc ADEME, RTE, IEA et CIRED, nécessitent du stockage. Ils sont plutôt à échelle lointaine, 2050. RTE avait également fait des scénarios pour l'objectif 2035 et pour regarder si l'objectif 50% de nucléaire, qui est dans la loi actuelle, est possible. Alors, RTE a fait plusieurs scénarios. Je ne vous détaille que le principal, qui s'appelle Ampère, qui a été publié en 2017. Donc, objectif 50% nucléaire en 2035, à l'heure actuelle, on est à un peu plus de 70%. Donc, la production d'électricité nucléaire baisserait, elle baisserait de 90 TWh entre 2019 et 2035. La production renouvelable augmenterait essentiellement grâce à de l'éolien et du solaire photovoltaïque. On voit qu'on aurait une augmentation de 18% de la production d'électricité, alors que ce même rapport prévoit une consommation d'électricité stable en France. Alors du coup, on peut se dire, pourquoi on va produire plus? Eh bien, en fait, le problème, c'est que comme l'éolien et le photovoltaïque ne produisent que quand il y a du vent ou du soleil, eh bien, pour être sûr d'avoir de la production un minimum quand il n'y a pas beaucoup de vent ou de soleil, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On en rajoute. Et évidemment, quand il y a beaucoup de vent et de soleil, là, vous avez trop d'électricité. Et donc, on compte sur des exportations d'électricité. On exporterait davantage. De ce fait-là, on aurait un parc, une puissance installée. Donc, ça, ce n'est plus la production, c'est le parc de production, la capacité de production, qui augmenterait de 55%, avec en fait une petite baisse, si on regarde l'échelle du parc nucléaire, on fermerait une dizaine de réacteurs, mais une grosse augmentation du nombre d'éoliennes et du nombre de panneaux solaires. Donc, il faudrait beaucoup plus d'installations, d'une manière générale, pour produire l'électricité. Et ces installations, elles seraient peut-être moins utilisées, le nucléaire en particulier. On baisserait ce qu'on appelle son facteur de charge, c'est-à-dire qu'il serait peut-être moins utilisé. Et puis, on devrait exporter davantage. Donc, en conclusion, sur uniquement le scénario RTE, Ampère de RTE, donc, il nécessite une consommation stable malgré 15 millions de voitures électriques. Alors ça, c'est quand même un petit souci, puisque 15 millions de voitures électriques de mémoire, ça fait 30 TWh, ça fait 5 à 10% de la consommation d'électricité française en plus, quand même. Il faudrait des effacements et de reports de consommation, malgré ce que je viens d'expliquer, et il faudrait quand même importer de l'électricité lors des pointes. RTE nous écrit, le système électrique français ne serait plus en situation de passer une vague de froid comme celle de février 2012, sans faire appel au levier exceptionnel, voire au délestage. Le délestage, c'est des coupures. RTE nous dit, en 2035, sur les 1000 cas simulés, 44% présentent au moins une heure de défaillance. Bref. Donc voilà ma conclusion sur l'électricité. Eh bien, c'est que la France a été capable de mettre en service plus de 40 réacteurs en 10 ans dans les années 80. Et donc le pari sur l'avenir, même si on voit bien que là, actuellement à Flamanville, ça se passe mal, mais je pense que le pari sur l'avenir est nettement plus important sur nos capacités à construire un système qui reposerait largement sur l'éolien et le photovoltaïque que sur nos capacités à reconstruire des réacteurs nucléaires.
J'ai bientôt terminé, je vous rassure. Rapidement, un aperçu de quelques scénarios mondiaux de transition énergétique. Donc, au niveau mondial, je n'ai pas été voir tout ce qui se dit dans le monde, je vous rassure. Alors, il y a le VWS, le Wind, Water, Sun de l'Université de Stanford. Écoutez, je citerai juste la phrase du prix Nobel de physique, qui était également secrétaire à l'énergie aux États-Unis, qui nous dit: atteindre 100% d'énergie renouvelable dans un laps de temps aussi court me semble difficile. Certains de mes collègues à l'université de Stanford, donc ils parlent évidemment de ce scénario, prétendent depuis 20 ans qu'on peut atteindre 100% d'énergie renouvelable dans 20 ans. Ce n'est probablement pas ce qui va se passer. Moi, je ne trouve pas crédible ce scénario, pour faire simple. Le GIEC. Alors, le GIEC, c'est quoi? Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a examiné plein de scénarios. Il y en a 4 qui ressortent. Je vous montre que le dernier, c'est celui qui ne prévoit que 44% de hausse de demande d'énergie finale en 2050. Eh bien, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il faudrait multiplier par à peu près 5 le nucléaire, multiplier par à peu près 10 les énergies renouvelables, et malgré ça, stocker le carbone en souterrain. Technologie balbutiante, le stockage du carbone actuellement, ça ne se fait quasiment pas. Le GIEC nous dit que ce sont des transitions sans précédent. Et j'en termine avec le scénario du GSOC, qui propose, lui, une grande utilisation du nucléaire au niveau mondial, remplacer le gaz et le pétrole par l'électricité avec des énergies renouvelables et du nucléaire de génération suivante. Il faudrait 6000 gigawatts de nucléaire dans le monde contre 400 actuellement, ce qui nécessiterait à peu près 4000 réacteurs et 100 réacteurs chaque année ouverts dans le monde, ce qui paraît quand même très ambitieux également. Voilà, j'en termine donc avec une petite conclusion. Donc, je rappelle, la croissance mondiale d'énergie, c'est une France en plus chaque année. On a vraiment affaire à un problème énorme. Un accès insuffisant à l'énergie peut entraîner des restrictions et des conséquences humaines dramatiques et de la pauvreté, j'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'on ne peut pas vivre décemment, humainement, correctement avec l'accès aux soins médicaux, au logement. Il y a des professions où on a le temps de réfléchir, de faire du social, etc., sans l'abondance énergétique. Le 100% renouvelable me paraît peu probable. Alors, il faut développer des renouvelables, oui, des solaires, pas forcément électriques, ça peut être du biogaz, par exemple. Transférer la consommation de pétrole et de gaz vers l'électricité avec des transports électriques, des pompes à chaleur. Évidemment, il va falloir produire cette électricité avec des renouvelables, mais avec du nucléaire, de l'hydraulique. Et avec de l'éolien, je ne suis pas contre, mais il faudra associer du pilotage de consommation, ce n'est pas simple. Et il faudra également, bien sûr, de l'efficacité et de la sobriété énergétique. Et il y a un énorme chantier qui est celui d'isoler les logements. Voilà, j'en ai terminé. J'étais un petit peu long. J'espère que c'était à peu près clair. Donc, je crois que maintenant, il va y avoir des questions. Je vais arrêter le partage d'écran. Alors, je ne sais pas qui doit prendre la parole. Non. Ouais, Pépino va poser quelques questions. Peut-être du coup, le temps que Pépino remette son micro, moi j'en ai juste une première, peut-être qui est de Nicolas qui demande concernant la stratégie nationale bas carbone, n'y a-t-il pas un conflit entre les objectifs d'augmenter les puits de carbone et d'utiliser la biomasse? Difficile de répondre à brûle pour point comme ça. L'utilisation de biomasse, oui, parce que oui, je comprends la question. En gros, utiliser la biomasse, c'est utiliser le bois pour le brûler, alors que d'autre part, on veut stocker le carbone sous forme de bois. Évidemment, quand on brûle, il est plus stocké. Donc oui, je comprends le conflit potentiel. La question est pertinente. Je pense qu'il y a également l'idée de stocker du carbone sous d'autres formes. Alors, ça peut parfois être stocké dans des prairies, par exemple. Toute végétation stocke du carbone. On peut également envisager de la construction en bois
hein. Dans ce cas-là, le mur qui est en bois, c'est un stockage de carbone, hein, et puis ça peut rester des années et des années comme ça. Et peut-être, mais je ne crois pas peut-être qu'on envisage également le stockage en cavité souterraine, mais en tout cas, je n'ai pas connaissance de projet de stockage du CO2 en souterrain. C'est bon, Fanny? C'est bon. Très bien. Bon, ben, merci en tout cas pour l'exposé qui était très clair et très complet quand même, je dirais, parce que on a quand même revu une bonne partie des scénarios qui sont proposés à la discussion, je dirais, en France. Peut-être pas suffisamment connus pour certains d'entre eux, hein. Je parle par exemple pour Degatep. Mais donc, c'était bien et très intéressant de comparer et de regarder la globalité de ce qui est proposé, sinon discuté. Voilà. Alors, peut-être une question, parce que on sait bien quand même qu'en France, on a un modèle qui est un peu l'Allemagne. Alors, l'Allemagne, il y a des questions à se poser. Et que pensez-vous du chemin que suit l'Allemagne? Et je pourrais dire aussi le Danemark et dans une moindre mesure l'Espagne. Oui, en France, on aime bien se comparer à l'Allemagne. Alors ça, c'est un débat permanent, hein. Les Allemands font mieux, mais non, ils font moins bien. À la base, les Allemands émettent plus de CO2 par personne que nous. Ils en émettent plus par personne. Ils en émettent plus par kilowattheure électrique, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Beaucoup, beaucoup plus. Après, ils ont beaucoup progressé ces dernières années, hein, et ils ont progressé grâce à l'éolien et au photovoltaïque qui leur permettent de moins utiliser leurs centrales à charbon et leurs centrales au gaz. Donc, on ne peut pas dire que ça ne marche pas en Allemagne si la politique allemande permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais malgré, je n'ai pas beaucoup parlé d'argent, mais il y a eu vraiment des sommes énormes investies en Allemagne, hein, depuis une vingtaine d'années, hein. Je crois que c'est 500 milliards d'euros, mais je vais peut-être dire des bêtises. Malgré ça, on est encore à une émission de gaz à effet de serre au niveau électricité qui est largement supérieure aux émissions françaises liées à la production d'électricité. Donc, voilà, alors forcément, l'Allemagne est en gros progrès, mais quand on part de très loin, c'est plus facile de progresser que quand on part d'un niveau plus avancé. Pour ce qui concerne la production d'électricité, la France était déjà partie d'un niveau qui était très bon. Alors après, ça ne veut pas dire que dans le futur, en France, on va continuer comme on fait, parce que en France, donc, comme chacun sait, on a beaucoup de nucléaire, mais c'est vrai que nos centrales nucléaires sont vieilles. Elles ont ouvert dans les années 80 pour l'essentiel. On peut espérer les maintenir peut-être 60 ans, mais au-delà, c'est peu probable. Donc, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on les remplace par d'autres centrales nucléaires ou par d'autres choses? Là, la question est pertinente. On n'est pas obligé de faire que du nucléaire, c'est vrai. En tout cas, ce qu'on peut vraiment reprocher aux Allemands, c'est d'avoir mis la priorité sur la fermeture de réacteurs nucléaires plutôt que la priorité sur la fermeture de centrales fossiles. Alors, les Allemands ont fermé un peu de nucléaire en 2011, hein, après Fukushima. Ils ont encore, je crois, un petit 8 gigawatts de nucléaire, mais je me trompe peut-être sur le chiffre, encore un petit peu, hein, qu'ils doivent fermer l'an prochain. Juste après 2011, juste après qu'ils aient fermé leur réacteur nucléaire, on a vu une petite hausse des émissions de CO2 en Allemagne, c'était inévitable, et on le reverra prochainement. Il est évident que s'ils n'avaient pas fermé ce nucléaire, ils émettraient aujourd'hui moins de CO2, hein, que s'ils l'avaient gardé. Voilà. Puis après, il n'y a pas non plus que l'électricité. Si on regarde les émissions par personne, tous secteurs confondus, les Mercedes et les BMW, ça consomme plus que les Renault Clio, hein, donc ça émet plus de CO2. Et puis, le pouvoir d'achat en général, ce qu'on achète, c'est des émissions de CO2 indirectes, hein. Donc, moi, je n'ai pas du tout l'impression que l'Allemagne soit exemplaire. Dans votre question, il y avait également le Danemark, hein. Alors, le Danemark, pareil, a réussi effectivement à mettre énormément d'éoliennes et à diminuer considérablement ses émissions de gaz à effet de serre électriques avec des éoliennes. Maintenant, il y a encore plus d'émissions par personne qu'en France et par kilowattheure.
Et puis surtout, le Danemark est un petit pays qui a beaucoup de chances d'avoir des voisins gentils qui lui achètent de l'électricité quand il en a trop, parce que quand il y a beaucoup de vent, ben, on ne sait plus quoi en faire, et qui lui vendent de l'électricité quand il n'y en a pas assez. Donc, ça relativise beaucoup la performance du Danemark. Si tout le monde fait comme ça ne peut pas fonctionner. Bien. Et alors, en ce qui concerne la France, on parle ces jours-ci du projet Hercule, le fameux projet qui concerne EDF. Qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'en pensez-vous? Là, on sort un petit peu du cadre purement technique que je me suis fixé. Donc, Hercule, c'est une division de EDF en plusieurs secteurs, un secteur nucléaire, un secteur ceci, un secteur cela. Bon, moi, personnellement, je pense que le secteur de l'énergie et de l'électricité en particulier n'est pas adapté au libéralisme. Alors, je pense que c'est pas chez progressistes qu'on va trop me contredire là-dessus. Je pense que le service public est important dans certains secteurs et en particulier dans l'électricité, essentiellement parce que l'énergie se stocke très mal. Donc, ça nécessite des autorités de régulation. Alors, on a RTE, le réseau de transport d'électricité, qui est resté un service public, mais on a dû rapiécer énormément. Alors, parce que pour assurer l'offre et la demande, eh bien, on a dû, par exemple, on a la contribution au service public de l'électricité qui subventionne le photovoltaïque. On a des règles, par exemple, l'éolien et le photovoltaïque sont prioritaires, donc du coup, on oblige les autres fournisseurs d'électricité à baisser leur production. Et puis, de ce fait-là, ces autres fournisseurs d'électricité, ils en vendent moins. Donc, ils se disent, moi, je vais fermer ma centrale. Du coup, on a été obligé de mettre en place un mécanisme de capacité pour payer non pas seulement la production d'électricité, mais la possibilité d'en produire au cas où. Bon, voilà, il faut mettre en place un tas de rustides pour faire fonctionner ce pseudo-marché libre qui fonctionne très mal dans le domaine de l'électricité, c'est une réalité. Alors après, je n'ai pas regardé Hercule dans le détail, mais j'ai l'impression qu'on reste un peu dans cette logique-là. D'accord, merci. Et peut-être une question, alors, parce qu'on parle de Stanford, Oui. avec c'est Jacobsen là, c'est ça, Mark Jacobsen. Jacobsen, ouais, c'est ça. Que penser de ce qui s'est passé récemment aux États-Unis, aussi bien en Californie qu'au Texas, par exemple? Alors, la Californie, j'ai moins bien suivi, ou le Texas, je ne sais plus lequel des deux, celui qui a eu des grosses pannes en janvier dernier. C'est le Texas. C'est le Texas. Voilà. Alors, le Texas, ça a eu la mauvaise idée, en quelque sorte, de s'isoler électriquement. Il faut savoir que l'intérêt général, ce n'est pas du tout l'autonomie. Alors, d'ailleurs, ça me fait un peu sourire quand j'entends parler d'énergie renouvelable locale. L'éolien et le solaire nécessitent beaucoup d'échanges. Plus on a d'interconnexions et d'échanges entre voisins, plus on peut s'entraider et mutualiser. Et puis, quand il y a moins de vent d'un côté, on a peut-être plus de l'autre. Donc, en fait, on a besoin d'interconnexion. On a toujours eu besoin, mais on a encore plus besoin d'acheter et de vendre aux voisins avec les renouvelables. Et le Texas donc, a eu la mauvaise idée de s'isoler. Il a dit, mais nous, on ne veut pas. Alors, les raisons politiques, je les connais mal. Donc forcément, à un moment donné, en plus, vous avez une politique d'entreprise privée qui, évidemment, veulent être rentable, ça, je les comprends. Et donc, elles ne vont pas investir dans des moyens qui ne vont fonctionner que quelques heures par an. Donc, elles investissent dans des moyens qui sont rentables. Et puis, évidemment, quand il y a une grosse demande d'électricité parce qu'il fait fort froid, eh bien, on n'a plus les capacités pour répondre à la demande. Et on n'a pas non plus moyen de demander aux voisins, puisque les voisins ne sont pas interconnectés, puisqu'on a décidé que non, on préférait fonctionner en autarcie. Et donc, on a vu le résultat. Donc là encore, on voit la nécessité, je dirais, de quelqu'un qui regarde les choses d'en haut, qui planifie, j'aime bien ce mot, qui redevient à la mode ces derniers temps, et qui supervise l'ensemble, sinon on court à la catastrophe. Une dernière question. Est-ce que les problèmes qui sont liés au fait que les renouvelables, enfin les ENR ne sont pas pilotables,
est-ce qu'il y a une solution possible au niveau européen en pensant il y a un projet de supergrid au niveau européen. Est-ce que ça pourrait être une solution possible? C'est-à-dire que quand un pays manquerait d'électricité, bon, bah, il pourrait être fourni par un pays voisin. C'est un peu le schéma qui serait contraire à celui du Texas isolé Oui, et bah, avec des proportions bien plus grandes, quoi. oui, c'est déjà le cas actuellement, hein. Actuellement, on achète et on vend de l'électricité tous les jours à nos voisins. Il y a déjà beaucoup d'échanges au sein de l'Europe, hein. La France vend et achète à la Grande-Bretagne, à la Belgique, à l'Allemagne, etc. Il y a déjà beaucoup d'échanges. Et donc, effectivement, l'idée, c'est d'en faire encore plus, hein, d'en faire toujours plus. Et plus on va avoir d'échanges, bon, inconvénient, il faut davantage de lignes à haute tension, hein, donc il faut les construire. Souvent, il y a des réticences, hein, les gens n'aiment pas avoir une ligne à haute tension au-dessus de leur maison. Mais évidemment, plus on a d'échanges, plus on a ce qu'on appelle de foisonnement, et plus bah, s'il y a du vent en France et pas en Allemagne, on va pouvoir aider les Allemands et inversement. Et ça arrange tout le monde. Donc aujourd'hui, je pense que tous les gens conviennent que l'éolien et le solaire nécessitent davantage de transport de l'électricité. C'est pour ça que ça me fait vraiment sourire quand on parle d'énergie locale, hein. Je n'ai toujours pas compris pourquoi on parle d'énergie locale, c'est tout le contraire. Mais bon, c'est juste un détail, hein. Et donc, ça favorise les choses. Maintenant, il y a une étude de M. Burtin de RTE ou d'EDF, hein, qui a été faite il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, hein, qui s'était penché là-dessus attentivement, qui montrait que, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, hein, mais que oui, bien sûr, ça aide, mais qu'au final, on ne peut jamais compter. Il n'y a pas toujours du vent quelque part. C'est un dicton qu'on entend parfois qui est faux, hein. Donc évidemment qu'il y a des moments où on a calme plat sur toute l'Europe, hein, un gros anticyclone d'hiver avec un temps froid et sec un soir où il n'y a évidemment plus de production photovoltaïque. Bah, si on n'a pas de stockage, on n'a plus qu'une seule solution, c'est les effacements volontaires ou les coupures. Donc, si on est prêt à accepter ça, bah, tout va bien. Sinon, c'est un peu plus embêtant, quoi. On va demander à Fanny s'il y a peut-être d'autres questions. Oui, alors il y a une question de Marc qui demande du coup quel est l'intérêt de remplacer donc de l'électricité décarbonée, donc nucléaire, par une autre énergie décarbonée, mais qui pose des gros problèmes de stabilité de réseau, de réponse à la demande, et comme vous le disiez justement, d'instauration d'une société, alors Marc dit quasi totalitaire, où du coup il faudrait forcer la baisse de la consommation très très fortement. Bah, l'intérêt, depuis 20 ans, l'intérêt de la politique française là-dessus, moi, je ne le vois pas beaucoup parce qu'on a mis quand même, moins qu'en Allemagne, mais on a mis quand même beaucoup d'éoliennes, mais on n'en avait absolument pas besoin puisqu'on avait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même pas mal baissé le facteur de charge, c'est-à-dire le fonctionnement, hein, des centrales nucléaires pour laisser de la place à l'éolien photovoltaïque qui était prioritaire. Alors, ces dernières années, c'est un peu moins vrai parce que depuis un an, là, le nucléaire a pas mal de soucis de maintenance. Donc, c'est vrai que l'éolien a permis de moins faire fonctionner les centrales au gaz. Ça a surtout permis de moins faire fonctionner les centrales au gaz chez nos voisins, en fait, hein. Donc, c'est de ce point de vue qu'on a un peu diminué les émissions de gaz à effet de serre. Si ma mémoire est bonne, il n'y a que les émissions il y a que 5% des émissions de gaz à effet de serre évitées par nos éoliennes et nos panneaux solaires qui sont évitées en France, hein, et le reste c'est évité à l'étranger. C'est les calculs qui avaient été faits. Bon, après, c'est surtout dans le futur. Est-ce qu'on est capable de reconstruire un parc nucléaire aussi important que celui qu'on a actuellement, voire plus important parce que la stratégie nationale bas carbone envisage d'augmenter la production d'électricité? C'est vrai que c'est pas. On peut se poser la question vu ce qui se passe à Flamanville. Donc moi, on me dit quand même, on a été capable d'ouvrir 4 réacteurs nucléaires par an dans les années 80. Bon, ça serait quand même incroyable que la France ne soit plus capable de faire ça. Donc, il faut se poser des questions. Maintenant, est-ce qu'il faut tout reconstruire avec autant de nucléaire? Bon, la part exacte de l'éolien
et du photovoltaïque, surtout de l'éolien, je ne la connais pas, mais on peut avoir une part de notre électricité produite avec des éoliennes. Si on fait davantage de pilotage de consommation, par exemple l'eau chaude la nuit. Actuellement, les heures creuses, aujourd'hui, ça existe encore, le tarif heure creuse chez EDF, et c'est très peu encourageant. Si vous prenez l'abonnement heure creuse, vous allez payer moins cher l'électricité la nuit, mais c'est un tout petit peu moins cher, c'est plus cher le jour, l'abonnement est plus cher, ce qui fait qu'il n'y a plus personne qui le prend. Ça, c'est vraiment dommage, parce que ça, c'est de l'intérêt général, d'équilibrer la consommation, d'éviter les pointes de consommation. Peut-être qu'avec les véhicules électriques, il faudra, enfin, c'est même certain, il faudra davantage encourager les gens à recharger leur véhicule quand l'électricité est disponible. Et si on accepte ce genre de choses, on peut avoir une part d'éolien, je dirais, relativement importante, mais enfin, j'aurais du mal à fixer un pourcentage. En tout cas, descendre à 50% nucléaire, bon, on l'a bien vu avec l'étude de RTE, c'est déjà descendre bas, de mon point de vue. Merci beaucoup. Du coup, on avait une autre question de Jean-Noël qui dit qu'il est surpris que le bois soit classé dans le renouvelable, du coup, et son caractère bas carbone. Et est-ce que c'est une bonne idée de produire de l'électricité en brûlant du bois? Oui, très bonne question. Alors, le bois est considéré comme une énergie renouvelable. Ça fait débat, effectivement. Il est renouvelable tant que on laisse suffisamment de temps aux arbres pour repousser et pour que les forêts soient au moins renouvelées à l'identique. Donc, bien sûr que c'est une question de temps. Donc, le bois, ça fait débat parce que tas de gens qui disent mais non, l'arbre met tellement longtemps à repousser que le réchauffement climatique est un problème tellement urgent qu'il ne faut surtout pas couper les arbres, il faut les laisser où ils sont. C'est assez compliqué comme débat. En tout cas, mettre du bois dans les centrales de production d'électricité, moi, ça ne me paraît pas être une super idée parce que quand on produit de l'électricité, on a beaucoup de pertes, comme chacun sait. On produit de la chaleur, on fait bouillir de l'eau et ensuite cette eau permet de produire de l'électricité. Et on a tout intérêt à mettre directement le bois dans les poêles à bois des gens plutôt que de produire de l'électricité avec. C'est comme le biogaz. Le biogaz, c'est la même chose. Plutôt que de produire de l'électricité avec, c'est énergétiquement plus intéressant de s'en servir directement pour produire de la chaleur dont on a besoin. Donc, je sais qu'il y a des projets de remplacement du bois du charbon par le bois dans les centrales à charbon. Donc, je crois que c'est à Gardanne, dans le sud. Donc, l'idée, là, c'est évidemment de sauvegarder la centrale et puis d'avoir peut-être un appoint de pointe de production, mais c'est une centrale qui ne fonctionnerait que épisodiquement quand il y a des pointes de consommation, donc il faudrait là avoir quelque chose pour fournir. Ce n'est pas une super idée, en bref. Oui. Pépino, je ne sais pas si tu as des questions. Moi, j'en ai plus pour l'instant, mais ça va peut-être arriver. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, vraiment. Mais vas-y, Pépino. Oui, alors peut-être sur les prévisions de consommation d'électricité, j'étais surpris de voir que tout prévoyait quand même une baisse de la consommation. Alors qu'on sait de manière générale qu'il va y avoir plus de monde en France, par exemple, et qu'il y a une forte fragilité il y a 10 millions de personnes qui sont dans les difficultés par rapport à l'utilisation de l'énergie. Donc, comment peut-on vraiment être sûr qu'on aura cette inflexion? C'est un peu surprenant parce qu'on sera plus nombreux et si on a la volonté de sortir des gens de leurs difficultés, il semblerait quand même naturel d'imaginer qu'il y aura un peu plus besoin d'énergie. Alors, j'ai bien entendu il y aurait un report sur l'électricité, mais globalement, il y aurait quand même une baisse de l'énergie, donc de la consommation d'énergie. Donc, c'est ça qui est un peu... Il y a une question, me semble-t-il. Tout à fait, mais c'est tout l'enjeu des questions. Est-ce qu'on va être capable d'être suffisamment performant, alors avant tout en efficacité énergétique, pour être capable de diminuer nos consommations sans qu'il y ait de conséquences sur notre façon de vivre, ou en tout cas sans qu'il y ait de grosses conséquences.
sans qu'il y ait trop de conséquences sur l'activité économique. Alors là, on a un débat d'économistes, un gros débat d'économistes qui est de dire est-ce qu'on peut avoir de la croissance économique tout en ayant une baisse de la consommation d'énergie? Si on regarde les pays riches ces dernières années, on peut penser que oui. Alors forcément, on a fermé des usines et puis on a mis des banques à la place. Je caricature, hein. Donc effectivement, on consomme moins d'énergie et puis on brasse de l'argent. Il y a de l'activité économique et du PIB avec moins de consommation d'énergie. Mais bon, il faut regarder les choses au niveau mondial. Au niveau mondial, à ma connaissance, on n'a jamais montré de découplage entre énergie et économie. Donc, au niveau français, il y a quand même beaucoup de voix qui se lèvent pour dire qu'il faudrait réindustrialiser la France. On était difficilement capable de fabriquer des masques anti-Covid l'an dernier. On s'est rendu compte que les composants électroniques sont tous fabriqués en Asie. Ça serait peut-être bien qu'on soit capable de les fabriquer nous-mêmes. Et donc, évidemment, relocaliser des industries, ce qui me paraît moi souhaitable, hein, d'ailleurs pour le meilleur respect de l'environnement. Ça ne va pas se faire sans consommation d'énergie. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'utopie, hein, voire même d'inconscience de la part de certains politiques, de dire on va baisser notre consommation d'énergie, il n'y a pas de problème, hein, à moins 50% en 2050, en croissance économique. Enfin, non, personnellement, j'y crois pas, hein, pour être clair. Hein, l'efficacité énergétique, il y a des gens qui pensent que ça va faire des miracles parce qu'on va demander aux chercheurs de chercher. Oui, c'est très bien la recherche, hein, mais on ne peut pas faire apparaître de l'énergie miraculeusement. Il y a des limites physiques qui sont infranchissables. Alors, il y a encore du boulot dans l'efficacité énergétique, hein, notamment l'isolation des logements, le gros chantier où on n'avance pas. Et c'est vraiment dommage parce que techniquement, on sait isoler des logements, hein, on sait vraiment avoir des logements très peu consommateurs. Mais c'est un gros travail, un gros chantier d'isoler un logement, surtout ça dépend des logements. Il y a des logements où c'est vraiment compliqué. Et du coup, c'est compliqué à organiser, c'est beaucoup de main-d'œuvre, évidemment, ça coûte cher à faire. Hein, donc, voilà, gros chantier. L'autre gros chantier, c'est le transport. Donc là, on a une évolution sur le véhicule électrique qui paraît positive ces derniers temps. Mais par contre, c'est quand même compliqué, hein, le transport. Hein, baisser les kilomètres parcourus, ça nécessite de changer beaucoup de choses dans l'organisation de la société. Donc, effectivement, la stratégie nationale actuellement semble être on va diminuer la consommation d'énergie globale, mais augmenter la consommation d'électricité. Ça, c'est marqué donc encore une fois dans la stratégie nationale bas carbone, parce qu'on va électrifier les usages. Et moi, je pense que ça, c'est logique. Hein. On va mettre des véhicules électriques et des pompes à chaleur électriques pour consommer moins de pétrole et de gaz. Mais effectivement, moi, je n'ai pas vu actuellement de scénario concernant l'électricité qui envisage une augmentation de la consommation d'électricité nécessaire pour les véhicules électriques. Ça, je n'ai jamais vu. Ça existe peut-être, hein, mais je ne suis pas au courant. Au contraire, hein, les scénarios qu'on voit, c'est plutôt donc, légère baisse ou stagnation ou légère baisse de la consommation d'électricité. Donc on voit que, oui, moi, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter hein, pour le futur. Hein. Il est temps de se réveiller, de prendre des grosses décisions pour le futur, parce qu'évidemment, un système énergétique et électrique, ça ne se construit pas en un an. Hein. Il faut très longtemps pour faire évoluer tout ça. Le gros risque, c'est que dans 15 ans, on se dise, cette centrale nucléaire-là, on est obligé de la fermer, celle-là, on avait décidé de la fermer, et puis qu'on se rende compte que on a besoin de produire de l'électricité, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il sera évidemment une centrale nucléaire, ça prend du temps à construire. Eh bien, le gros risque, c'est qu'on se mette à construire des centrales au gaz à la va-vite, parce que ça, c'est assez rapide à construire. Et donc, on va se retrouver avec des centrales qui émettent du CO2, hein, et puis avec une grande dépendance aux pays qui nous vendent le gaz, hein, ce qui, d'un point de vue stratégique, n'est pas forcément très intéressant. Hein, il y a M. Vladimir Poutine là-bas à l'Est qui est bien content de vendre le gaz à l'Europe et qui a énormément de pouvoir là-dessus. Hein. S'il décide de fermer le robinet, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont souffrir. Hein. Tout à fait, ouais. Peut-être que Fanny a d'autres questions. Oui, j'en ai eu d'autres assez rapidement. Alors, du coup, vous parlez que dans certains scénarios, il disait qu'il fallait qu'il y ait des ruptures technologiques. Est-ce que vous identifiez peut-être
un ou deux chantiers de recherche où on pourrait avoir des... Alors, vous ne pouvez pas savoir parce que on est forcément dépendant des avancées scientifiques, mais est-ce qu'il y a un ou deux chantiers technologiques qui vous semblent un peu prometteurs pour ces questions énergétiques ou... Alors, au risque de déplaire aux antinucléaires, il y avait quand même une techno en France sur le nucléaire qui était bien avancée, c'était la génération 4. Alors, sans les détails, l'EPR de Flamanville, c'est la génération 3. La génération 4, ça n'a rien à voir, c'est les surgénérateurs qui réutilisent les déchets nucléaires et qui utilisent beaucoup moins d'uranium et qui nous permettent des milliers d'années de réserve. Cette génération 4, on avait Phénix et Super Phénix en France, qui étaient des réacteurs qui fonctionnaient pas super bien, mais quand même. Donc, on était très avancés. On les a fermés à la fin des années 90. Hein, c'est Dominique Voynet, qui était ministre de l'Environnement. Jospin lui avait promis qu'il accepterait la fermeture. Donc, on a perdu ça. On avait un projet en France qui s'appelait Astrid, un projet de réacteur nucléaire de génération 4. C'est arrêté. Donc, en fait, c'est fini, on était super avancés là-dedans, salut, et les Russes viennent d'ouvrir leur deuxième réacteur de génération 4. Donc là-dessus, effectivement, je ne suis pas emballé. Des technologies de rupture, en fait, moi, je suis très, très favorable à la recherche scientifique et à de la recherche exploratoire parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on va trouver des choses intéressantes. Hein. Mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'on veut trouver des technologies de stockage de l'électricité, par exemple, qu'on va en trouver. Hein. Par exemple, les batteries, ça fait des années et des années que les gens se disent on va améliorer les batteries. Alors, on les a améliorées. Hein. De la batterie au plomb, on est passé aux batteries au lithium, au nickel, etc. C'est vrai que ces batteries sont plus performantes, mais ce n'est pas la technologie, la rupture technologique qu'il nous faudrait pour vraiment avoir des capacités de stockage suffisamment importantes. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas compter sur des ruptures technologiques pour le futur. On ne peut compter que sur les technologies dont on sait qu'elles existent. La question actuelle, c'est celle du power to gas, donc stockage de l'électricité sous forme de gaz. En démonstrateur, ça marche. Hein. Par contre, est-ce qu'industriellement, on est capable d'en mettre suffisamment? Alors, il faut des électrolyseurs, donc je n'ai aucune idée de la place que ça prend, du prix que ça coûte, de la main-d'œuvre que ça nécessite, de qui peut fabriquer ça. Pour bien, il faut les mettre pas loin de méthaniseurs qui vont récupérer le CO2 du méthaniseur pour produire du biogaz, hein, pour récupérer le CO2 du biogaz pour produire du méthane de synthèse. Il y a quand même un tas de questions derrière là-dessus. Personne ne sait répondre à ça d'un point de vue industriel. Donc, voilà, je suis perplexe. Et du coup, est-ce que ça ne pose pas aussi la question de l'épuisement de tous les métaux stratégiques pour réaliser, alors, soit pour faire ces ruptures technologiques dans le stockage ou même pour développer le renouvelable? Oui, c'est des questions qui se posent. Alors, c'est très difficile d'y répondre. Il y a des gens qui s'écharpent un peu là-dessus. Alors, il y a un bouquin très intéressant, c'est le bouquin de Guillaume Pitron, qui s'appelle La guerre des métaux rares. Hein. C'est un journaliste qui a enquêté là-dessus, qui dit effectivement on va manquer d'un tas de métaux rares, de lithium, de cobalt, de dysprosium, de je ne sais quoi, qui sont absolument nécessaires là-dedans. Il a été pas mal critiqué. Bon, il y a quand même de quoi s'interroger sur certains, pas tous. C'est toujours très compliqué de savoir quelles sont les ressources. En tout cas, c'est sûr que les renouvelables nécessitent davantage d'activités minières. Et ça, c'est pas rien. L'activité minière, ça a des conséquences environnementales, hein, et humaines également. Et même sans aller chercher les métaux rares, comme je l'ai montré, ça nécessite davantage d'acier, davantage d'aluminium, davantage de cuivre et de béton. Et ça, déjà, c'est déjà très important. Hein. Le béton, par exemple, comment on fait du béton? On le fait avec du ciment, c'est fortement émetteur de gaz à effet de serre, et du sable. La ressource sable est un problème actuellement au niveau mondial. Donc, oui, si tous les pays du monde se mettent à consommer beaucoup de matériaux en tout genre, bien sûr qu'il y aura des tensions. Hein. Lesquelles exactement, j'en sais rien, mais oui, c'est inquiétant. Merci. Du coup, j'avais une autre question d'Yvan qui demandait que faut-il penser de la volonté de certains villages et villes d'atteindre l'énergie positive?
Oui, alors il y a quelques communes qui se disent à énergie positive ou qui prétendent l'être bientôt. Donc il y a généralement une grosse confusion entre énergie et électricité dans ces cas-là. À ma connaissance, dans ces communes, les gens roulent avec du pétrole qu'ils mettent dans leur voiture qui n'a pas été produit sur place. Ils mettent du gaz dans leur chaudière qui n'a pas été produit sur place. Donc, à ma connaissance, ça n'existe pas les régions à énergie positive en France, toujours. Excusez-moi, j'ai mon truc qui se met en route. Et alors, par contre, ces communes ont tenté d'être à électricité positive. Alors, effectivement, si vous mettez plein d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques sur votre territoire, vous pouvez produire plus d'électricité que vous n'en consommez. Mais, en fait, comme vous ne stockez pas, ça ne veut pas dire que vous êtes autonome. Ça veut dire que vous avez d'autres gens à qui vous vendez votre électricité quand vous en avez trop et à qui vous achetez de l'électricité quand vous n'en avez pas assez. C'est la même chose que les sociétés qui prétendent vous vendre une électricité 100% renouvelable. Il y a des fournisseurs d'électricité qui vous disent « Moi, votre électricité, elle va être 100% renouvelable ». Donc, ce sont pour moi des artifices comptables, mais personne ne peut être certain d'être 100% renouvelable, à moins d'être complètement déconnecté des autres. Donc là, il y a quelques personnes qui sont déconnectées du réseau électrique et qui stockent dans des petites batteries leur électricité produite avec leur éolienne. Ces gens-là, je leur tire mon chapeau parce qu'en général, ils n'ont pas de lave-linge, ils n'ont pas de téléviseur, ils se rendent bien compte de la valeur de l'énergie. Eh ben, merci beaucoup. Du coup, moi, j'ai plus de questions. Je vais laisser le soin à Pépino de conclure, juste pour vous dire à tous les spectateurs et spectatrices que, évidemment, vous pourrez revoir cette présentation et ces échanges sur la page Facebook de Progressiste et sur la chaîne YouTube, et puis que vous pourrez la partager auprès de vos proches, collègues, amis, etc. Je te laisse la suite, Pépino. Merci Fanny. Donc, moi, je vais d'abord et avant tout remercier Fanny, parce qu'elle est quand même d'une aide constante, Thomas, Marc, qui ont aidé à faire cette rencontre. C'est notre 5e rencontre. On peut dire que ça nous motive à continuer un peu, et même beaucoup. Et donc, nous prévoyons une prochaine séance le mois prochain. Je ne découvre pas tout de suite quel serait notre prochain invité. Mais revoir cette présentation. Nous prévoyons une prochaine séance le mois prochain. Voilà le livre de M. Cassoré. Et donc, merci aussi à vous parce que vous avez vraiment couvert une bonne partie des questions qui se posent par rapport à notre avenir énergétique. Et je crois que vous l'avez fait de manière très précise, honnête, et en n'omettant aucun point délicat qui peut donner lieu à discussion. Et ça, je crois que c'est quand même assez rare. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre exposé et puis pour vos réponses aux questions qui ont été posées. Merci. Eh bien, merci de m'avoir donné la parole.